Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alter Love TV pour un nouvel épisode et un nouvel entretien consacré au film Alter Love et aux personnes qui ont fabriqué ce film. Et aujourd'hui, on reçoit Alexandre Widmer. dont le métier est un métier très important et pas très connu, mais qui est très important pour un film, le métier de mixeur. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, dans l'ordre que tu veux, quel est ton métier, comment es-tu devenu, Peut-être à quoi ça consiste, en avant de quoi ça dire consiste comment je aussi. suis devenu. Alors, mon métier, c'est donc mixeur. Et mixeur, en quoi ça consiste? Ça consiste à récupérer toutes les pistes sonores que la bande-son d'un film constitue. Donc, en gros, je l'explique en plusieurs morceaux. Donc, en gros, en fait, au tournage, on fait la prise de son, la captation sur le tournage, et en fait, elle est essentiellement ciblée sur la prise de son des voix des comédiens. Heu, une fois que le tournage est fait, l'ingénieur du son qui tourne aujourd'hui en multipiste, parce qu'en fait aujourd'hui on a des magnétos numériques qui nous permettent d'avoir plein de micros possibles. Alors c'est pas, on met pas des micros pour rien évidemment, mais en fait si tu veux, à la grande époque du Nagra à bande, on tournait en général avec 2 micros, une perche, un perchman et un micro cravate comme on a là. Et puis en fait ces 2 micros étaient enregistrés sur une bande magnétique qui contenait 2 pistes. Le numérique est arrivé, d'énormes progrès ont été faits techniques, on a pu les remettre en question un petit peu au début, mais finalement on s'est aperçu quand même que c'était vraiment génial, et on a commencé à miniaturiser les enregistreurs et on a commencé à faire des enregistreurs multipistes. Donc du coup, ça a permis aux ingénieurs du son sur le tournage d'équiper les comédiens, d'avoir des perchman, mais aussi de mettre des micros des fois un peu cachés, des micros d'ambiance sur le tournage. Par exemple, je te dis, on est dans un café, ça peut être intéressant d'avoir l'ambiance du café pendant qu'on fait la scène, et on n'a pas besoin de mettre ce micro d'ambiance tout de suite à côté des comédiens. On peut très bien le mettre 6 tables plus loin pour choper une ambiance un peu large, un peu stéréo. Et en fait, au montage image, on va se servir donc du son de la perche et du cravate, et puis on va aussi se servir par exemple du micro d'ambiance pour tout de suite se sentir dans le contexte. Voilà, donc tu peux imaginer ça comme ça, mais ça peut aussi s'élargir. Imaginons qu'on fait une scène avec beaucoup de figurants, avec un espace, avec 3 caméras, avec des plans très larges. Quand tu as des plans très larges, la perche peut pas être là parce qu'en fait, elle va être dans le champ parce que la focale est large, donc du coup, tu vois, ça la perche va être très loin. Donc on va pouvoir tricher en mettant, par exemple, des micros à droite, à gauche pour récupérer du son s'il y a un déplacement, de générer, aussi une ambiance avec toute la figuration. Enfin, tu vois? Ça a permis vraiment, ça finalement je parle du du rôle de l'ingé son. Ça a permis, vraiment d'augmenter de manière horizontale, les sources sonores qui pouvaient finalement tout de suite être intégrées, au film. Et alors qu'est-ce qui se passe une fois que le montage image est terminé? On exporte la timeline. Donc en fait la timeline, je l'explique juste, c'est, heu, toutes les pistes qu'a édité le monteur film, donc les pistes images et aussi en dessous quelques pistes son. L'avantage pour le monteur image, c'est qu'il n'a pas à se soucier en fait du multipiste, puisque lui, il va travailler avec ce que lui prépare l'ingénieur du son aussi pendant le tournage, qu'on appelle un mix down. Donc en fait, c'est un mélange des 2 canaux ou de tous les canaux qu'il a, pour que le monteur image n'ait qu'à gérer 2 pistes, en fait. Et après, une fois donc que le montage image est terminé, on exporte la timeline à vide ou un autre logiciel de montage image, on exporte les pistes son vers ce qu'on appelle le montage parole. Je t'explique tout parce qu'en fait, comme ça, on voit toutes les étapes de Mhm. qu'est-ce qu'on récupère au mixage. Et du coup, une fois que tu récupères ça, on fait ce qu'on appelle une autoconfo. Et l'autoconfo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre chaque clip de son, donc des 2 pistes que le monteur image a utilisées, ok, et ça va éclater en multipistes. En fait, on va faire la conformation de toutes les sources qui étaient à l'origine dans le tournage et pas de ce mélange. Et nous, on récupère tout le détail. Ben là, on voit qu'il a une perche, 3 HF parce qu'il y a 3 comédiens, un micro d'ambiance en LCR, en gauche, centre, droite. Et voilà. Et à chaque fois, tu récupères, tu vois, tout l'éclaté. Tout ce projet-là conformé, on le donne au monteur parole, et donc il y a une personne qui est dédiée à faire le montage des paroles, c'est-à-dire d'assouplir toutes les coupes, de nettoyer quand c'est un petit peu pollué, de dénoiser quand c'est nécessaire, de lisser en fait toutes les coupes pour que tu aies vraiment l'impression que finalement il n'y ait jamais de rupture en fait. Voilà, ça c'est le travail du montage parole.
Le monteur-parole, il va aussi aller dans des doubles pour, des fois, je vais te dire n'importe quoi, mais tu vois, on parle et puis paf, il y a ce bruit-là, il faut l'enlever. Donc par exemple, on va aller découper 2 syllabes où il y a ça qui tape et puis on va prendre un double et on va aller recoller exactement les 2 mêmes syllabes, si tant est qu'il a dit Mmh. exactement le même texte, mais en général c'est le cas, pour, tu vois, enlever ce bruit qui est parasitant. Donc il fait plein de trucs comme ça aussi. Ça, c'est donc le montage parole. Après, en fait, en parallèle ou un petit peu en décalé, tu as un monteur son qui va commencer et lui, ce monteur son, son travail, ça va être d'habiller, de créer la bande son, donc l'environnement sonore. Et donc l'environnement sonore, tu as 2 choses qu'on distingue, c'est les ambiances et les effets sonores. Les ambiances, c'est tout ce qui est un petit peu en continu. Je te parlais de la scène de café. Bon, ben voilà, la scène de café, il va ajouter des ambiances, il va mettre des. On va entendre des sons un peu de tasse, on va entendre un serveur qui prend une commande, on va entendre des choses comme ça. Et puis les effets sonores, c'est tout ce qui concerne les événements ponctuels, un peu effets. Donc ça va être des portes, ça va être des voitures, ça va être des armes, ça va être des bagarres, des coups de poing. Enfin, tu vois, tout ce qui est effet, là, c'est Mmh. une partie plus dynamique dans le son, mais voilà, on sépare en fait le bloc ambiance des blocs effets. Donc le monteur son, il habille, il colorie pas, il dessine le son. En fait, parce qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est que le son doit donner du sens et que le son, c'est pas purement juste un habillage plaqué, c'est aussi quelque chose qui doit faire Bien vivre sûr. et qui doit générer de l'émotion. En fait, on se rend pas compte, mais souvent, indiciblement, le son participe à l'émotion d'une scène. Voilà. Et en fait, ça peut même appuyer sur l'émotion d'une scène. Euh, voilà. Donc, du coup, tu as tout un bloc de pistes que le monteur son a fait. Après, le mixeur, c'est souvent le cas, c'est souvent le mixeur. Ça peut être un autre ingénieur du son, va aller en bruitage. Et là, on va faire une captation de bruitage, c'est-à-dire qu'on va demander à un bruiteur de faire tous les petits sons, tous les pas, en fait, tout ce que le micro de tournage capte plus ou moins bien, puisqu'en fait, il est focalisé sur les voix. Donc, en fait, si tu veux, l'action justement de prendre une tasse, de boire, de poser sa tasse qui fait ce bruit-là, hop, on va le refaire pour le préciser et on va le resynchroniser, tu vois, de manière très synchrone sur le direct. Et on va faire tous les pas, parce qu'en fait, finalement, les pas, on les entend pas souvent. Puis en fait, quand tu tournes un film, souvent, tu vas arriver sur un parquet qui grince un peu, qui fait du bruit, ou sur un sol qui peut être résonnant, avec un environnement réverbérant, etc. Donc l'ingénieur du son, à l'inverse, il va masquer, il va mettre des feutrines sous les chaussures des comédiens pour que quand il marche, ça fasse pas de bruit, pour éviter de faire craquer le parquet. Il va mettre une moquette s'il peut. Tu vois, tous ces trucs-là, en fait, qui servent à améliorer la captation au tournage, en fait, derrière, eh ben, on va le reconstituer au bruitage. Et puis, ça sert aussi pour une deuxième raison qui est la plus importante, c'est pour la version internationale qu'on appelle VI. La version internationale, c'est quoi? C'est qu'une fois que ton film est mixé et que tu as ta bande son, on va retirer tout ce qui, toute la piste des paroles mixées, tout le Mmh. stem des paroles mixées, et en fait, quand tu retires ça, ben, tu retires quand même énormément d'informations qui étaient quand même captées. Et donc, le bruitage vient les remplacer pour qu'en fait, tu puisses récupérer ta bande son et poser tes doublages dessus. Et après, tu vas faire le mixeur qui va mixer la version internationale, par exemple la version allemande, la version japonaise, la version lituanienne. Ben, lui, il va retravailler sur ses voix enregistrées en studio, post-synchronisées, doublées, et il va recréer les acoustiques des pièces dans lesquelles les comédiens jouaient pour faire la sensation que c'est assez naturel, en fait, tu vois. Donc, le bruitage, c'est encore toute une série de pistes à Mmh. récupérer. Et puis après, tu as donc tout ce qui concerne les post-synchro du film. Alors, les post-synchro, c'est quoi? C'est quand justement le monteur-parole n'arrive pas, ne peut pas, pour des raisons de trop grande pollution sonore. Je te dis une bêtise, on peut parler d'avions, mais aujourd'hui, on arrive même à enlever des avions. Mais par exemple, un pimpon de camion de pompiers sur un champ, on tourne le champ sur toi, tu as un camion de pompiers qui passe, 3 heures après, on tourne le contre-champ sur moi, il n'y a pas de camion qui passe, tu vas avoir des ruptures forcément Mmh. sonores. Et des fois, si on n'arrive pas à nettoyer, à enlever, à cleaner, on va donc décider de post-synchroniser après le tournage et on fait revenir le comédien en studio et il se réenregistre. Et l'idée, c'est de réussir à le raccorder pour que ça soit invisible et que personne s'en rende compte. Donc du coup, là, on va faire appel à des réverbes artificiels aussi pour, tu vois, retrouver
le grain sonore de la prise originale, ça s'appelle le raccordé. Mmh. Et donc ça, c'est toute une série de pistes aussi qui t'arrivent. Et puis après, bien entendu, bah, il y a la musique, hein, et la musique en général, les mixeurs, on demande ce qu'on appelle un main mix, c'est-à-dire que c'est l'intention du musicien, c'est le mix qu'il aura fait faire, mais on lui demande aussi de nous livrer sa musique en pistes éclatées, en stem éclaté, par thème en fait d'instruments, les vents, les bois, si c'est un symphonique, la rythmique si c'est pop ou autre. Et du coup, en fait, pourquoi on lui demande les stems? Parce qu'on pourra interagir pendant le mixage. Si par exemple il y a un élément percussif qui est trop là, qui finalement marche très bien en tant que musique, une fois qu'on la met sous la scène, bah, ces éléments rythmiques vont par exemple nuire au déroulé des paroles. Donc en fait, elle va empêcher l'intelligibilité. Donc en fait, là, nous, on a la latitude d'aller travailler sur les stems de mix, du mix musique, hein, donc les stems éclatés, pour aller baisser ce qui va un peu nous embêter ou faire un espèce de mini remix pour les besoins du film. Voilà. Et puis évidemment, la musique participe aussi à la puissance de la bande son, c'est très, très important, voilà. Donc le mixeur, il va récupérer toutes les pistes dont je t'ai parlé sur une table de mixage Mmh. et il va en fait faire un mélange, mixer, to mix, blender, pour en fait harmoniser tout ça, le rendre le plus, fin Cohérent. possible, voilà, pour que ça soit naturel, mais aussi avoir des intentions artistiques pour marquer des choses. Par exemple, décider que tout d'un coup, on va faire une bulle sonore, on va enlever à peu près tous les éléments. On n'avait pas prévu ça, mais on se rend compte que quand on crée un silence à ce moment-là, il se passe quelque chose d'émotionnel. Voilà, en fait, le mix est assez libre. Et donc, dans le mixage, tu as une grosse partie du travail sur les voix, parce qu'il va falloir équaliser les voix, raccorder les postes synchro, recréer des acoustiques qu'on a par exemple un peu gommées parce qu'elles contenaient trop de fond, et donc on a dénoisé un peu. Voilà, donc le mixeur, il s'occupe un peu de tout ça, puis ensuite il adapte le montage son et la musique, et du coup ça te crée cette bande son d'une pièce après. Et puis on peut mixer dans plusieurs formats de mix, c'est-à-dire que tu as entendu parler de 5.1, tu as entendu parler de 7.1, tu as Mmh. entendu parler de Dolby Atmos, voilà, il y a plein de formats possibles qu'on peut faire. Ce sont des techniques différentes, mais en gros, c'est un peu le même geste de mix. C'est juste qu'après, ça va sortir dans plusieurs canaux ou dans moins de canaux. Et en fait, plus tu as de canaux discrets, c'est-à-dire où tu peux aller assigner tes sons, plus tu peux créer l'immersivité d'un mixage et l'augmenter. Donc depuis le Dolby Atmos, on a ajouté ce qu'on peut vulgairement dire une troisième dimension sonore. Et donc maintenant, bah voilà, on travaille sur un plan gauche, centre, droite et la hauteur aussi. Voilà. OK. Et les arrières, pour faire la petite explication technique, en fait, au cinéma, les arrières sont coupés. Quand je dis coupé, ça veut dire qu'en fait, pour que, si tu veux, une bande son passe dans tous les cinémas du monde de la même manière, on a créé ce qu'on appelle une courbe ISOX, qui est une courbe qu'on applique à tous les cinémas, une courbe de filtration, pour que tous les cinémas aient la même courbe, pour que le son qui a été mixé soit le même dans telle salle ou dans telle salle, et qu'on retrouve cette courbe universelle. Et donc, en fait, cette courbe, elle fait descendre le signal aigu d'une certaine manière. Bon, techniquement, en gros, on coupe l'aigu, en fait, on fait une pente comme ça, de 3 dB par octave à partir de 2 kHz. 2 kHz, c'est déjà de l'aigu, mais c'est pas du très, très haut, mais c'est déjà, tu vois, on est déjà bien dans l'aigu. Et en fait, les arrières, elles sont coupées à 7 kg, mais plus brutalement. Donc en fait, il y a moins de définition dans l'arrière, et tout ça pour dire, et je reviens sur l'Atmos, que l'Atmos a amené cette troisième dimension, mais a aussi amené que l'arrière devient pleine bande, comme l'avant. Mmh. Donc il n'y a pas cette coupure spécifique aux enceintes surround. Et on a aussi des caissons de graves pour l'arrière. Donc on peut vraiment créer un truc assez immersif. Et enfin, tu vois, souvent on mixe en 5.1 quand l'Atmos peut te proposer de mixer sur 128 canaux différents. Donc là, tu as vraiment une surprécision possible pour assigner un son à une enceinte ou un groupe d'enceintes en hauteur, en largeur, en arrière, devant, voilà. Et, OK. et qui peut avoir aussi des gros renforts de graves. Voilà. OK. Voilà, vite fait le tour du mix. OK. J'espère que c'était pas trop long. Non, non, c'est très bien. Mais c'est parfait parce qu'on se rend pas compte combien effectivement, quel est ce métier et quels sont les autres métiers aussi qui sont Ouais, impliqués, et la fourniture, si on peut dire comme ça, de toutes les pistes et d'où proviennent ces pistes. ouais, ouais. Et ouais, non, mais ça semble un boulot,
enfin, un peu dantesque parce que quand il faut harmoniser tout ça et qu'on travaille sur voilà, des productions, enfin, si on prend un long métrage qui fait 1h40, 1h50, voire Ouais, plus que ça, ça prend du temps. ça Ouais, prend du temps. ouais. Et, Pour tout le monde d'ailleurs. qui sont tes interlocuteurs principaux dans ton travail? Il y a le Ouais, réalisateur, l'ingé son, bien sûr. forcément, le monteur Alors, son. exactement, bah, tu as un peu tout dit. En gros, les interlocuteurs du mixeur, c'est un peu toute l'équipe sonore. Donc souvent, on parle avec l'ingénieur du son du tournage, déjà par rapport au choix des micros qu'il a fait, comment il a organisé, son tournage. On en parle un peu de manière collégiale, c'est-à-dire c'est pas forcément que le mixeur qui va parler avec l'ingénieur du son, mais en fait, on va tous se rencontrer ou se parler par téléphone entre l'ingénieur du son, le monteur ou la monteuse parole, très important. Justement, c'est la première personne qui a vraiment un lien direct avec l'ingénieur du Mmh. son du tournage et puis le monteur son et même le musicien. En fait, il y a des espèces alors quand c'est super, on fait des pré-réunions de pré-prod. Comme ça, on peut même discuter un peu du concept son et de comment les choses sont envisagées et cetera et puis on peut influer ou pas, voilà. On a beaucoup à apprendre des ingé son aussi, hein, de toute façon, les mixeurs. Hem Et puis, évidemment, le réalisateur qui va te donner l'intention artistique de son film, mais très en amont aussi. Donc là, d'abord sur la vision qu'il a de son film et du son de son film. Donc ça concerne beaucoup aussi le monteur son. Et puis après, si tu veux, le mix, c'est un peu le dernier moment, c'est le labo final où on va bah, se retrouver avec toutes les intentions qui ont été préparées. Et puis on va se dire, ah bah tiens, ça marche, ça marche moins. Moi qui n'ai pas écouté le film, puisque je le découvre en fait quand tout m'arrive en mix, je peux avoir des idées extrêmement comment dire? «Fraîche» entre guillemets parce que si tu veux, j'ai une oreille toute neuve Mmh. et ça fait pas 3 mois que je travaille sur le film. Donc en fait, des fois, ça renverse un peu des idées, puisque nous, on en apporte d'autres. Voilà, tout ça se fait toujours collégialement, comme je te dis, parce que souvent en mix, tu as le monteur son qui est quand même avec toi aussi. Moi qui suis un ancien monteur son, donc ça pour rebondir sur la question que tu me posais, comment j'y suis venu, bah, en fait, c'est hyper important d'avoir un rapport intéressant avec un monteur son pour sentir ce qu'il a voulu faire et puis quand on fait des changements, de lui faire participer à ces changements et qu'il adhère en fait, c'est plus sympa en fait, voilà. Voilà, en gros les interlocuteurs, c'est ça et donc du coup, moi, avant d'être mixeur, j'ai été monteur son pendant une quinzaine d'années, OK. voilà. Quelle a été l'expérience sur, Alter Love et quels étaient les principaux challenges sur de cette Ben, manière? Alter Love, déjà, c'est pas un film comme les autres pour moi, puisqu'on a un réalisateur qui est extrêmement libre et c'était vraiment, vraiment plaisant, parce que justement lui, ce que j'aime énormément chez Jonathan, c'est que c'est un garçon qui aime expérimenter et d'ailleurs, j'ai beaucoup discuté avec Jonathan, de bien d'autres choses que le cinéma. Mmh. C'est un garçon qui est dans l'expérimentation. Enfin moi, il m'éclate parce que c'est vraiment quelqu'un qui a plein d'histoires à raconter, sur plein de sujets différents, on peut parler donc avec à chaque fois qu'on est ensemble, on n'arrête pas de discuter, c'est voilà, moi j'aime bien parler aussi, donc là on est pas mal à 2. Mais donc voilà, son film, comme c'est une déambulation de nuit, on est très libre. Il a tourné de manière très libre, il a tourné très vite en même temps, il a des comédiens excellentissimes et il y a plein d'environnements sonores différents. Ce qui m'a vraiment marqué dans ce film, c'est sa scène dans le noir, évidemment. Donc il y a un moment dans le film où il y a une Mmh. scène, où les comédiens vont dans un restaurant, tu sais, où tu dégustes et tu es dans le noir et il fallait se poser la question: «Mais comment on sonorise cette scène, en fait?» Et donc ça a été assez intéressant de trouver l'idée et en fait, comme je fais aussi de la réalisation, de fiction sonore, donc de la réalisation sonore, j'avais eu l'idée de lui proposer, comme les 2 personnes sont, l'une face à l'autre et qu'au cinéma, en fait, ils sont chacun d'un côté, d'écarter, en fait, chaque personnage, tu vois? Comme si c'était un peu un split screen et de les mettre chacun Mmh. à leur place, de la table du dîner, puisqu'on est dans le noir, on voit rien et que chacun et en fait que on enregistre, en fait, tous heu, leurs actions du dîner, avec un retour sur la personne qui crée les bruits, le bruitage, qu'il l'avait au casque. Donc en fait, c'est quelqu'un qui était en live et sur chaque personnage, il a fait, la vie, de ce dîner, tu vois? Avec le retour des paroles au casque, en fait. Donc OK. ça a été assez marrant à fabriquer ce moment-là, puisqu'en fait, en termes d'ambiance, on rentre dans un restaurant, on entend, tu vois, comme dans un restaurant découvert, c'est un peu feutré, c'est joli et puis petit à petit,
on focalise parce qu'en fait, la caméra, et en fait, c'est pas la caméra, c'est le fond qui est très noir au début, se dénoircit, si je puis Mmh. dire. On commence à voir un peu, à les distinguer des auréoles. Ah, mais oui, ça y est, ils sont là. Et puis, en fait, on rejoint la synchro des mouvements une fois que ça s'éclaircit, mais ça devient jamais complètement clair. Donc, il y avait quelque chose de complètement nouveau et qui m'a même un petit peu fait douter. Tu vois, je me suis dit, mais. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment fera Jonathan, parce que je me suis dit, mais comment tu fais pour vendre ça à la télé? Puisqu'en fait, quand tu as un noir en télé, tu as l'impression qu'il y a une coupure, qu'il y Ouais, a ouais, quelque bah chose oui. qui déconne et que c'est un accident technique, en fait. Donc, il fallait quand même que lui trouve cette méthode pour ben voilà, qu'on démarre dans du noir, mais que petit à petit, parce que la scène, elle dure quand même 7 ou 8 minutes, donc que quand même petit à petit, tu puisses, tu vois, commencer à voir que les comédiens apparaissent très discrètement, etc. Mais je sais pas, t'imagines regarder ce film 2 jours avec le soleil dans ton appart, et à quel moment tu vas t'apercevoir que ça se Oui, voilà, c'est alors effectivement, tu as du son, les paroles continuent, tu dis: «Bah non, ça s'est pas arrêté puisqu'ils sont en train de parler, on les entend», enfin, mais c'est très surprenant. Donc c'est vrai que c'était assez novateur et que pour moi, l'anecdote, qui a été marrante, c'était ça, bah, enfin, je veux dire, j'avais jamais fait ça. Donc ça, c'était intéressant et après, il a une scène de club qui est géniale aussi, où là, on s'est complètement lâché sur le mix musique, on avait des sources partout et on s'est amusé à faire des éloignements, quand il y a des déplacements, de sentir l'enceinte qui se rapproche. Enfin, tu vois, un truc qu'on aurait plus tenu dans un mix «tradi» mmh. entre guillemets. Là, on a pu aller vraiment à la limite de l'intelligibilité des paroles parce que Jonathan, il aime ça. C'est-à-dire qu'il voulait que ça fasse naturel, que le son, il soit vraiment là et que c'est pas si important, si, il nous échappe une ou 2, 1 ou 2 mots dans une phrase ou tu vois? Donc il y avait ce truc qui était travaillé très à la limite avec un son quand même assez costaud, des grosses basses, tu vois? C'est comme un club où il y a plusieurs musiques, ils vont danser, ils changent d'endroit, il y a une autre musique, enfin, ça dure assez longtemps aussi et c'était vachement intéressant. C'est toujours assez intéressant en mix de créer des boîtes de nuit, quoi. Enfin, même si c'est pas une boîte de nuit, c'est un club, mais voilà, d'être, dans ce truc de très grosse dynamique et en Ouais, même temps de pouvoir quand même suivre une scène et donc ça, c'était vraiment chouette à faire. OK. Non, mais ça m'a l'air d'être à l'image du film aussi, l'histoire d'Alter Lo enfin, l'histoire d'Alter Love, Ouais, quoi. C'est-à-dire c'est libre, ouais, c'est audacieux et ouais, c'est expérimental. ouais, Donc complètement, complètement. Complètement raccord à Jonathan. non, mais Voilà. c'est bon, c'est ce qui fait, à mon avis, le toute la chair du film et Ouais, son intérêt, c'est que, devant, à l'image, comme ceux qui ont fabriqué l'image ouais, et le son, il y a quelque chose de ouais, de frais, de neuf, ouais, d'investi et ouais de passionnant par son audace, en tout et cas. de Je trouve ça différent. assez Ouais, 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 tout à différent, ouais. fait. Et puis c'est servi par des comédiens qui sont quand même, extrêmement doués. Autant Kim Higelin que, je me rappelle plus son prénom, mais j'ai son nom, Victor que Poirier, ouais. Victor, voilà, qui est super, qui est vraiment excellent et puis toute la figuration, enfin tous les autres, enfin j'adore, je ne connais pas son nom, mais il est excellent aussi, celui qui fait, le karaoké, il Ouais, est d'enfer, Jean-Adrien, ouais, ouais. voilà, Jean-Adrien que je sais qui est cascadeur, Mmh. je l'ai rencontré justement. J'aime beaucoup cette scène et puis cette scène, elle est complètement incroyable aussi. Enfin, je veux dire, comment tu fais tenir une scène comme ça, Bien sûr. avec plein de jeux de mots qui sont finalement assez fins. Enfin, moi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé cette scène. Et là aussi, tu vois, le travail, c'était de travailler sur le son du micro. Parce qu'en fait, au départ, tu as le son qui passe dans le cravate, excusez-moi pour le son, tu as le son qui passe dans le cravate du comédien, mais après, il tient un micro. Donc, en fait, l'ingénieur du son, il va quand même prendre la captation de ce micro. Et tu vois, moi, au mix, je vais me retrouver avec son micro de perche, son micro de cravate et le micro de chant. Micro-main, ouais. Et voilà, et on va pouvoir mélanger tout ça, le faire passer dans des effets pour rendre encore plus le son un petit peu karaoké, sorti par des enceintes, trouver un petit pré-délai, des choses comme ça. Enfin, c'était assez intéressant à faire. Et tout ça avec une scène, moi, que je trouve presque loufoque, en fait, mais super, parce qu'il y a vachement d'émotions dedans aussi. En fait, dans leur rencontre, à chaque séquence, il y a un truc qui se passe en plus, et ça monte, et ça monte, et ça monte. OK. Jusqu'au moment, tu sais, où il fracasse tout dans cette scène, dans le club là Ouais, Fury et Rouge, puis ouais. voilà, voilà. Enfin voilà, j'ai trouvé que son histoire d'amour d'une nuit était vraiment chouette et après dans son concept et ça doit lui faire plaisir, même si ça n'a rien à voir le sujet et cetera, ça me faisait penser à la déambulation du film de, Martin Scorsese, de Scorsese, 48 heures. Non, ça s'appelle pas 48 heures, After Hours. After Voilà, Hours. tu Ouais, vois ouais. ce côté voilà qui n'en finit pas Mmh de mh. finir et voilà, j'avais la sensation de ça quand je mixais ce film, d'avoir une réminiscence de After Hours. Tu vois, je trouvais ça super. OK.
Est-ce que tu sais, est-ce que tu aurais un film, déjà, est-ce que tu as un film préféré, tout cinéma confondu? Et est-ce qu'il y a un film qui t'a peut-être poussé vers ces métiers-là, enfin le métier du son, du cinéma? Alors, je suis pas venu au cinéma du tout Par le par l'attraction sonore. OK. Je suis venu au cinéma au départ parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait pas mal de théâtre et Mmh. j'étais moi-même un peu comédien. Et puis, finalement, ben, j'avais commencé assez tôt et j'avais pas tellement envie de galérer trop longtemps. Donc vers, 23 ans, je suis allé faire une école de cinéma et c'est comme ça que j'ai commencé, une petite école de cinéma et en fait, qui à l'époque, on faisait pas encore le son, c'était pas Louis Lumière qui était, la mecque, des écoles de cinéma. Mais moi, j'avais pas passé de DUG, donc en fait, si tu veux, je pouvais pas être admissible à ces concours-là. Donc j'étais vraiment plutôt autodidacte. Donc du coup, j'ai fait une école et en fait, à l'époque où j'ai fait cette école, on était encore en traditionnel. Donc en fait, j'ai choisi le montage parce que je ne connaissais pas et j'ai voulu découvrir. Et j'ai découvert le montage sur des bandes 35, quoi. Enfin voilà. Mmh, OK, à Et du coup, l'ancienne. j'ai fait un premier stage de montage. Mon premier film sur lequel j'ai travaillé, c'était donc en 95, je crois, ou même avant, je sais plus exactement. J'étais stagiaire monteur 35 sur Un samedi sur la terre de Diane Bertrand. Et, heu et quand le montage image se termine, et ben, le monteur son est arrivé. Le monteur son, c'est un copain qui s'appelle Emmanuel Aujar et en fait, il montait déjà, lui, c'était le début du montage virtuel au son. Donc on avait une machine Akai qui s'appelait le DD1500 et en fait, elle était accrochée en synchro avec la table de montage 35, Mmh. et j'ai découvert le montage son numérique comme ça, tu vois? Pendant le temps où j'étais stagiaire monteur image D'accord. et du coup, là, j'ai compris que ça m'intéressait énormément parce qu'il m'a montré plein de trucs et en fait, tout de suite, ça a éveillé mon intérêt et ça m'a attiré. Mais j'ai fait, on va dire, 3 ans d'assistant monteur image avant de basculer sur des séries ou des unitaires où j'étais assistant monteur image. J'ai pu avoir la chance de demander à la production et au monteur s'ils étaient OK pour que je fasse le montage son sur lequel j'étais assistant image et ça a commencé comme ça et je me suis formé comme ça, en fait. Donc j'ai OK, démarré comme ça. Donc non, d'accord. je suis pas venu, au son par le son. Voilà. Et après, comme mes enfants me posent souvent la question, moi j'arrive pas à dire et comment dire? À n'avoir qu'un film qui serait mon film préféré. Il y a trop de beaux films pour Mmh. que je La question la plus dure du monde. voilà. Mais très longtemps, ça a quand même été La soif du mal d'Orson Welles, un de mes films préférés. Enfin, voilà, j'étais très sensible à ce que faisait Orson Welles, donc évidemment Citizen Kane, mais La soif du mal pour ce fabuleux plan séquence d'ouverture. Et puis moi j'adore voir la transformation physique qu'avait Orson Welles à l'époque. Enfin, ce type m'impressionnait énormément et je trouvais ça ultra quali ce qu'il faisait et donc ça a été longtemps ça. Mais après, si tu veux, j'aime tellement le cinéma classique et le cinéma contemporain. Enfin, voilà, moi je suis nourri de tout ça et donc je peux pas te répondre, Ouais, voilà, je OK. peux te dire quelle a été la tendance quand j'étais plus jeune, mais voilà. Ouais, oui. Mais il y a trop de Non, films, mais quoi. c'est bien de pas en avoir un seul parce que, Ouais, sinon ça empêche justement ouais, d'être, ouais, créatif et ouais. d'expérimenter, de découvrir des choses. Mais alors c'est vrai que, je continue à aller beaucoup au cinéma, hein, j'aime beaucoup ça et j'ai une compagne qui pareil, qui aime beaucoup le cinéma, donc on y va très souvent. Hem, J'adore être surpris par des films, qui sont un peu différents. Donc là, c'était le cas avec Ouais. le film de Jonathan et c'est super parce que pour le coup, je pouvais travailler dessus. Mais je suis assez surpris aussi par les films coréens, et notamment les thrillers coréens que je trouve Mmh. vraiment excellentissimes. Certains réalisateurs chinois qui me bouleversent aussi, vraiment. Jia Zhangke là, qui Ouais. est qui est phénoménal pour moi, même si d'ailleurs il travaille beaucoup en France, avec un mixeur que je connais, que j'aime beaucoup. Voilà, enfin donc c'est vrai que la liberté, la puissance et l'énergie du cinéma coréen et asiatique en général, aujourd'hui j'ai une petite préférence. Enfin, tu OK. vois, à chaque fois donc là, il faut absolument que j'aille voir Black Dog parce qu'on m'en a parlé Excellent film, et il effectivement. paraît que c'est fantastique. Voilà. Ouais. OK. Merci beaucoup pour, Mais je t'en ces prie, explications et ces avec plaisir. réponses Ouais. et merci à vous, à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien passionnant et très instructif et on se retrouve très rapidement pour un nouvel entretien pour Alterlove TV. Oh